Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi Pépé, et je vous reviens aujourd'hui avec une toute nouvelle capsule conseil où en fait je viens aborder des sujets que j'ai déjà mis sur la table préalablement. Et oui, en fait, pour faire la petite histoire courte, au début de coups critiques, lorsque j'ai rejoint le projet dans les environs de 2020, j'avais débuté une série de capsules audio qui à cette époque se nommait Les Discutants entre les dés et qui a été repris et adapté d'ailleurs par la talentueuse Marika, dans lesquels en fait je parlais de différents sujets qui venaient me chercher dans le milieu du jeu de rôle, des conseils, des avis, des impressions, des tops, bref, un peu de tout, mais c'était quand même très brouillon. Ça allait quand même un peu dans tous les sens et il y avait des choses là-dedans que j'étais comme, oh, ça a du sens, je pourrais comme refaire des capsules, cette fois-ci vidéo, mieux cadrées, mieux organisées, dans lesquelles je repartageais certains thèmes ou certains sujets que j'avais mis de l'avant et ainsi, je fais cette vidéo-ci qui reprend en fait une partie d'une capsule que j'avais fait où je parlais de certaines règles optionnelles que j'utilisais pour mes parties de D&D 5e édition. Et là, j'ai 5 règles que je vais vous mentionner, que je vais vous partager, qui ne regardent que moi, ou dans le fond, ou ceux et celles qui les utilisent, parce que c'est des règles que j'ai trouvées sur Internet, que j'ai adaptées, que j'ai évaluées, que j'ai décidé d'utiliser ou de juste prendre un segment de celle-ci. Et bien sûr, elles ne sont pas faites pour être nécessairement équilibrer le jeu, dans le sens que moi je ne suis pas un statisticien, je n'ai pas de données probantes sur la valeur ajoutée d'une règle maison à une partie de D&D, alors je n'ai aucune preuve tangible sur est-ce que celle-ci va débalancer ou non le jeu. Je les utilise tout simplement parce que je les trouve le fun et plaisante et qui rajoutent un petit côté, une petite épice que j'apprécie bien dans mes parties, mais que je ne retrouve pas nécessairement dans toutes mes games de D&D. Bien que je DM plutôt rarement maintenant la 5e édition, ça m'arrive de temps en temps, et lorsque ça arrive, je vais tenter d'intégrer ces dites règles parce que, à mon humble avis, c'est un petit plus. Mais pour vous, peut-être que ce sera un petit moins. Je sais que des fois, il y a des gens qui sont un peu frileux ou un peu réticents à se faire dire quoi faire et comment agir et quoi être ajouté. Alors, si ça vous intéresse, tant mieux. Si ça ne vous intéresse pas, passez votre chemin. Tout simplement pour dire que 5 règles maison pour vos combats de D&D. Alors, le numéro 5 des règles optionnelles, il s'agit du résultat de 20 sur l'initiative. Vous allez voir, les règles sont assez faciles, sont assez rapides, puis elles se prennent en main sans problème. C'est très court aussi, vous allez comprendre pourquoi. En gros, lorsqu'un personnage a un 20 lors de son jet d'initiative, il va se passer quelque chose. De prime abord, les règles de D&D mentionnent que si vous avez 20 sur un jet quelconque, il ne se passe rien de plus, sauf s'il s'agit d'une attaque. Les attaques vont occasionner des coups critiques, alors que les jets de compétences ou les attributs, ben, ça ne change pas grand-chose officiellement si on se fie uniquement aux règles, même si plusieurs le font autrement. Ben, j'avais décidé de seulement donner un petit goodies, un petit bonus aux personnes qui ont un 20 naturel lors de l'initiative. Je leur permets en fait de pouvoir décider dans quel endroit, où est-ce qu'ils vont se situer dans l'initiative une fois qu'ils ont entendu en fait l'initiative de tous et chacun. Autant pour les personnages qui sont présents que pour les monstres et les personnages non-joueurs. Après ça, ils peuvent décider où est-ce qu'ils se placent dans l'initiative parce qu'ils n'ont pas nécessairement intérêt, selon la situation, de commencer la partie ou de commencer les hostilités. Les hostilités, ils peuvent peut-être vouloir se placer après un joueur en particulier pour pouvoir subir un effet bonus d'un pouvoir quelconque que va faire le dit personnage. Et vous voyez, au final, c'est rien de sorcier, c'est rien de brisé, c'est rien de cassé. Ça ne va pas débalancer le jeu, c'est seulement pour donner un petit quelque chose aux gens qui ont réussi par le plus grand des hasards à avoir un 20 sur leur jet d'initiative. Numéro 4, les jets de sauvegarde échoués contre la mort sont permanents jusqu'au prochain repos long. Ça dit tout dans cette phrase-là. Mais le pourquoi, par contre, c'est qu'à la base, quand même, D&D 5, selon mon humble avis, les personnages vont rapidement tomber en mode super-héros. Ils vont rapidement être des menaces pour tout le monde. Ils vont pouvoir accomplir des hauts faits qui sont incroyables. Et un joueur, un personnage qui a une bonne synergie avec un autre personnage va être une menace contre beaucoup de bestioles que vous allez pouvoir leur mettre sur leur route. Parfois, la seule solution, ou parfois une des solutions, c'est de leur mettre une créature ou un ennemi qui est immensément plus fort qu'eux pour qu'ils puissent ressentir en fait la dangerosité de l'endroit et de donner un certain stress ou un certain thrill, comme on dit. Mais on dirait que je bug avec ça parce que je peux avoir de la difficulté à évaluer réellement, surtout à D&D 5, à quel point une créature va être trop dangereuse pour eux, alors que j'ai pas nécessairement le goût de juste les tuer d'un coup. J'ai le goût qu'ils ressentent le danger, j'ai le goût qu'ils ressentent la fatigue et la menace. Donc le fait d'avoir des jets de sauvegarde qui sont échoués permanents contre la mort, qui vont rester jusqu'au prochain repos long, ça favorise une certaine économie d'action. Ça favorise une certaine
prise en considération du déroulement d'une aventure, alors que tu ne fais pas un repos long où tu le veux. Tu ne peux pas faire le repos long sur le bord d'une corniche à 800 pieds dans les airs en pleine nuit pendant qu'il pleut puis qu'il y a des corneilles qui essaient de t'arracher les yeux. Tu peux pas. Je veux dire, il faut que tu puisses te reposer 8 heures de temps pour réellement reprendre ton souffle et reprendre, on va dire, ton endurance. Et c'est un peu ça le but, c'est de montrer l'importance du repos long. Tant que vous ne vous reposez pas convenablement, cette fatigue-là s'accumule parce que vous êtes tombé au combat, oui, vous êtes relevé, mais si vous aviez échoué des jets de sauvegarde, ils sont là. Ça fait en sorte que vous êtes fatigué. La prochaine fois que vous tombez, vous pourriez mourir. Là. Vous pourriez mourir. Fait que c'est de mettre le danger présent en background, en arrière-plan, il est là, il est danger, il est évalué par les personnages et les joueurs, sans pour autant dire que la menace est soudaine, elle vient immédiatement les démolir. Fait que moi, c'est vraiment un petit quelque chose que j'apprécie incorporer maintenant dans mes parties de D&D 5. Les jets de sauvegarde échoués contre la mort sont permanents jusqu'au prochain repos long. Numéro 3, Action Oriented Monster de Matthew Colville, une mécanique que j'avais déjà abordée dans ma vidéo précédente il y a de cela plusieurs années, que j'utilise encore aujourd'hui lors de mes parties de D&D 5. Pourquoi? Parce que je la trouve pertinente, parce que je la trouve toujours aussi importante à intégrer. Ça permet d'avoir les combos plus dynamiques, plus rapides, plus interactifs, plus intéressants. Ça a été en fait popularisé et créé par Matthew Colville, qui est un auteur, blogueur, maître de jeu de sa chaîne anglaise. Et en fait, le concept est quand même bien simple en théorie. En pratique, c'est une autre histoire parce qu'il faut quand même le faire. Mais en théorie, ça demeure simple. C'est tout simplement de se dire qu'il y a des créatures dans un regroupement de créatures. Par exemple, je vais le mentionner tout à l'heure, mais par exemple un chef orc. Un chef orc parmi plusieurs orcs qui attaquent les personnages, admettons, qui vont avoir des capacités supplémentaires que les orcs normaux n'ont pas. Un peu comme à la manière des créatures très très fortes à D&D. Ils vont avoir des Legendary Actions qui leur permettent d'agir en dehors de leur tour et qui ne sont pas ni des actions bonus, ni des actions supplémentaires, ni des actions, une réaction. C'est vraiment une Legendary Action que seulement eux ont accès. C'est un peu ça, mais à moindre échelle. On va descendre ça un peu, on va donner ça, on va rendre ça moins dangereux, risqué, mais ça va permettre d'avoir le combat plus dynamique. Ça va permettre de rajouter des serviteurs sur sur le champ de bataille, de modifier le champ de bataille en question, de changer les ennemis de place, d'ajouter des nouvelles mécaniques pour en fait apporter une certaine diversité durant le combat, alors que des fois, des combats à D&D 5, c'est donne un coup, je reçois un coup, donne un coup, je reçois un coup, lance un sort, je reçois un coup, il y a quelque chose de cool, le narratif, je reçois un coup, je lance un coup, je donne un coup, bref. Fait que ça permet d'épicer un peu le tout en proposant des mécaniques qui vont s'appeler en fait des actions de vilain, Action Oriented Monster, ou des actions de vilain qui vont s'enclencher selon certains moments du combat et qui peuvent en fait vraiment changer le tout au tout, mais qui sont assez spécifiques et réservés à des personnages, des créatures un peu plus fortes que la moyenne de leurs semblables. Dans l'exemple justement de l'orc, le chef orc, admettons les joueurs, les personnages se font attaquer par un regroupement d'orcs et parmi ceux-ci, il y a un seigneur de guerre, orc très vilain, très méchant. J'ai été chercher un exemple qui avait été fait sur Internet, il y a des groupes, des Reddit qui sont pleins de Action Oriented Monster si vous souhaitez rendre le tout un peu plus épicer un peu le tout et avoir une certaine diversité lors de vos combats, eh bien l'orc, le chieftain comme ils disent en anglais, le seigneur de guerre, le chef de clan orc a les actions normales d'un orc, son multi-attaque, sa Great Sword, son espèce de bonus action qui lui permet de pouvoir se déplacer à sa vitesse agressive, des choses comme ça, mais il y a aussi ses villain actions qui peuvent s'utiliser une fois par tour, une fois par round, et qui vont en fait se déclencher à la fin d'un tour d'un joueur. Il y a Charge, qui fait en sorte que all orcs can move the speed toward an enemy and perform a grapple or shove attack. Donc en français, tous les orcs peuvent se déplacer à leur vitesse jusqu'à un ennemi et performer, en fait, faire une action pour les attraper ou pour les faire tomber sur le sol. Il y a une autre action que le chef des orcs a, qui est For Honor. Tous les orcs qui sont engagés en mêlée vont gagner un des 4 plus 2 temporary hit points, donc un des 4 plus 2 de points de vie supplémentaires, en fait temporaires plutôt. Vous comprendrez ainsi que ces actions de vilain, Charge et For Honor, vont pouvoir être utilisées par le chef orc tant que ce dernier est en vie. Et ça fait de lui une menace déjà à la base
intéressante et dangereuse pour les joueurs, pour les personnages, parce que c'est un chef orc. Il peut démolir la tête de quelqu'un juste avec ses poings, mais en plus, on lui rajoute maintenant une couche de stratégie supplémentaire, alors qu'il peut venir influencer le champ de bataille avec des actions qui vont s'enclencher à certains moments précis à la fin du tour d'un personnage, selon le bon désir du maître de jeu, une fois par round complet. Vous comprenez que ça réinvente pas la roue, dans le sens que ça fait penser à beaucoup de mécaniques qu'on peut voir dans de nombreuses séries de jeux vidéo dans lesquels les combats contre les boss vont se dérouler en différentes phases et qui vont avoir des effets supplémentaires ou des effets différents qui vont s'enclencher selon le moment du combat, selon l'endroit où on est rendu dans le combat final. Mais la différence ici, c'est que ce n'est pas un boss, c'est seulement un individu d'une espèce précise, d'une type de créature qui va être un peu plus difficile et un peu plus stratégique que ses congénères. Et il faut comme bien le gérer, parce que je le vois souvent passer dans les conseils que je peux lire sur Internet, c'est attendez-vous à mettre seulement un monstre parmi un lot. Mettons que vous avez quelques regroupements, un monstre de 4-5 créatures qui viennent attaquer les joueurs. Un dans la gang qui a des action-oriented monsters, parce que s'il y a des actions de vilains et que tout le monde en fait en a, toutes les créatures, tous ses congénères en ont aussi, vos joueurs ne survivront pas. C'est aussi simple que ça. C'est une mécanique qui doit s'utiliser avec parcimonie sur une seule bestiole dans un lot, parce que sinon ça vient vraiment réellement débalancer, même moi, selon moi, le combat, alors qu'il va tout le temps avoir des actions qui vont se dérouler à chaque fin de round d'un joueur, ils ne pourront pas survivre. Mais sur une créature, à un certain moment donné, c'est très intéressant. Ça donne vraiment une belle saveur à un combat, et je vous conseille d'aller voir sur Internet, il y en a une panoplie, il y en a plein. Je vais mettre un lien en dessous de la vidéo si vous voulez aller voir sur Reddit, il y en a une quantité phénoménale. Numéro 2, l'option de la potion. Vous allez voir, c'est bien simple et bien facile comme règle. À Donjon Dragon, à la 5e édition, à la base, les règles de base, ça indique qu'il faut une action complète pour boire une potion ou pour la donner à une autre personne. Ainsi, une action complète durant un combat, vous ne pouvez pas attaquer, vous allez devoir boire votre potion pour gagner 2d4 plus 2. Donc un maximum de 8 plus 2, 10. Beaucoup de gens en ligne mentionnent qu'ils utilisent plutôt des bonus actions pour boire une potion. Ils trouvent que ça rend on va dire le combat un peu plus le fun, de se dire que tu prends seulement ton action bonus puis après tu peux attaquer, mais que ça t'a quand même peut-être coupé quelque chose d'autre puisque tu prends tout de même ton action bonus pour boire. Dans mon cas, j'aime donner l'option joueur. J'aime donner le choix, j'aime donner la prise de risque, voir qu'est-ce qu'ils décident de faire, ou jusqu'où ils sont prêts à aller pour avoir le bonus approprié. Ainsi, ma manière de faire. Bonus action, oui, vous pouvez boire votre potion avec une bonus action, mais vous roulez les dés. Donc 2d4 plus 2, maximum de 10, minimum de 4. Ou vous pouvez prendre votre action complète et vous avez le maximum proposé par la potion, donc 10. Donc là, c'est à vous de jauger en tant que personnage, qu'est-ce que vous souhaitez faire. Est-ce que vous voulez réellement prendre votre action complète pour boire une potion, mais immédiatement gagner 10 points de vie et peut-être survivre un tour de plus, ou vous prenez le risque d'attaquer tout de même et de boire votre potion et de peut-être avoir un résultat beaucoup plus décevant en termes de points de vie attitrés par la potion. C'est à vous de le voir. Je donne l'option. Et encore une fois, je suis sûr que plein de personnes vont dire que ça peut débalancer le jeu d'un côté comme de l'autre. C'est pas grave, je le fais pour le plaisir. Moi, j'aime ça. Et finalement, le numéro 1, les dés d'événement, une mécanique que j'avais déjà préalablement expliquée dans ma première capsule sur le sujet, que j'utilise encore aujourd'hui, que j'ai utilisé à quelques reprises dans Obélien, et qui en fait sont des compteurs qui vont descendre à mesure que le combat va avancer et qui vont venir influencer le champ de bataille de manière positive ou négative selon le point de vue, selon le moment, selon l'endroit où se déroule aussi le combat, et qui peut être peut-être une opportunité pour les personnages. Le but, encore une fois, c'est de rendre le tout plus dynamique, de rendre le tout un peu plus changeant, d'empêcher le combat d'être qu'une suite de coups qui se font un à la suite de l'autre. Je vais vous donner un exemple concret avec la Caverne de glace, qui est un combat que j'ai eu dans une partie il y a de cela bien longtemps. Les personnages se battaient contre des créatures. Il me semble que c'était des elfes, mais je suis vraiment plus sûr de ça. Et il y avait des compteurs qui étaient représentés par des D8 et des D6. Certains compteurs étaient à 6, 5 ou d'autres étaient à 3, même 2. Et à chaque début de round, tous les compteurs descendaient de 1. Et lorsqu'un compteur atteignait 0, il y avait en fait un pic de glace qui tombait du plafond et qui venait s'écraser sur le sol. Et c'était causé par le fait que le combat faisait des vibrations, venait se cogner dans le mur, ça créait en fait des percussions qui fragilisaient la caverne de glace et qui occasionnaient de temps en temps des tombées de pics comme ça. Et les joueurs en fait peuvent utiliser une bonus action pour faire un jet de compétences appropriées
pour définir c'est quoi l'événement qui va arriver. Là, les joueurs ne le savaient pas et ils l'ont fait. Ils ont utilisé le bonus action, la bonus action pour faire un effet de... Je pense que c'était investigation ou même nature, je permettais les deux. Et s'ils réussissaient un seuil de difficulté que je ne me rappelle plus, ils pouvaient voir que c'était en fait des morceaux de glace qui étaient fragilisés et qui s'apprêtaient de tomber. Et ainsi, ils pouvaient tenter de tourner les ennemis ou de les déplacer en sens ou dans des directions où est-ce qu'ils vont éventuellement se trouver sous l'endroit où va chuter un de ces blocs de glace-là. Et vous voyez, juste ça, ça permettait d'avoir une certaine dynamique dans le combat, mais aussi de rendre le combat, de changer en fait le champ de bataille. Parce que lorsqu'un bloc de glace tombait, ça créait une zone qui était plus difficile d'accès, ça créait un terrain difficile et que les joueurs devaient maintenant contourner ces zones-là pour pouvoir atteindre leur ennemi, se déplacer, de traverser une zone et perdre ainsi du mouvement, de placer un ennemi en dessous d'une des zones afin qu'il se fasse écraser, qu'il meure sur le coup. Ça permettait tout simplement une certaine saveur supplémentaire durant le combat et le dé d'événement ici peut être utilisé à toutes les sauces, que ce soit pour justement une chute de glace comme dans cet exemple-là, l'arrivée de renforts ennemis au bout de 10 rounds, peut-être un glissement de terrain alors que les ennemis et les joueurs se battent à flanc de montagne, peut-être que c'est un feu qui va s'étendre et qui va se prendre et qui va commencer à prendre de l'expansion sur un terrain à mesure que les dés vont descendre. C'est vraiment à vous de voir comment est-ce que vous voulez adapter ça. Ce que je trouve important, c'est de pouvoir permettre aux joueurs d'évaluer la menace et de voir qu'est-ce que c'est, en fait, de voir qu'est-ce qu'il peut faire aussi pour soit l'empêcher ou l'encourager selon la situation. Ça ressemble, c'est pas mal ça, le dé d'événement. Vous en faites ce que vous voulez. Je pourrais peut-être éventuellement sortir quelques exemples. Je pense que ça pourrait être cool, ça. Parce que ça peut être aussi adapté à d'autres jeux, de sortir comme une espèce un petit compendium de quelques exemples qui peuvent être utilisés pour des parties. Je pense que je pourrais faire ça peut-être un jour, qui sait. Bref, dites-moi ce que vous en avez pensé. Vous voyez, c'est 5 règles quand même assez expéditifs qui se prennent en main. Peut-être un peu moins les dés d'événements, peut-être un peu moins les Action Written Monster. C'est des choses qui doivent être un peu plus préparées. Mais pour le reste, je suis persuadé que ça se fait d'un claquement de doigts. Dites-moi si vous avez apprécié ça. Dites-moi si vous n'avez pas apprécié ça. Dites-moi si vous avez d'autres règles très faciles et très simples à mettre en action pour les combats afin de rendre le tout un peu plus hot, rendre le tout un peu plus le fun. Pour les autres, je vous encourage de liker, partager, commenter, laisser un petit pouce vers le haut. Et on se dit à la prochaine!